Début 2021 et 2025, 2 chiffres se percutent et cassent l'ancienne routine. Les cargaisons africaines vers l'Europe reculent, mais la valeur par tonne de cobalt, d'or et d'uranium grimpe. Et ce contraste révèle où la valeur se capture vraiment. Ce basculement n'est pas une idée abstraite. Contrats, monnaie, routes commerciales et exigences de raffinage deviennent des leviers concrets qui déplacent le tempo des décisions. Que ferait Ibrahim Traoré de ce changement et qu'est-ce que cela modifie pour vous ici quand chaque chaîne d'approvisionnement doit être relue autrement? La promesse de ce récit est volontairement exigeante, fournir une grille de lecture opérationnelle pour comprendre comment un déplacement discret de la valeur peut remodeler les rapports de force mondiaux. En moins de 30 minutes, l'objectif est de transformer une succession d'annonces techniques, prix, contrats, décisions monétaires, en une architecture lisible où chaque choix s'emboîte logiquement avec le suivant. Pour le spectateur, le bénéfice est concret. Mieux anticiper les chocs économiques à venir et éviter les interprétations simplistes. Les enjeux dépassant largement les États. Ils touchent les entreprises, l'emploi, les prix du quotidien et la sécurité des chaînes d'approvisionnement. Dans ce cadre, les prises de position d'Ibrahim Traoré ne sont ni un slogan ni un récit héroïque. Elles servent, elles servent de repères analytiques pour comprendre ce qui change réellement quand le point de création de valeur se déplace. En quelques jours, un chiffre a servi de signal d'alarme. Le prix du cobalt a été multiplié par 3 sur les marchés internationaux. Presque simultanément, plus de 30 milliards de dollars de réserves ont été déplacés hors de l'euro, indiquant que le contrôle du tempo devenait un levier politique assumé. Pris ensemble, ces faits forment une mini-révélation. La valeur ne circulait plus comme prévu et les hiérarchies construites depuis des décennies commençaient à se fissurer. Ce qui passait pour un débat technique sur les matières premières s'est transformé en remise en cause de l'architecture, même des échanges. Le contexte éclaire ce basculement. Pendant longtemps, l'Europe fixait normes, prix et routes commerciales, tandis que l'Afrique assurait des flux réguliers. Cette stabilité apparente reposait sur 3 mécanismes clés: des monnaies arrimées, des contrats de long terme assortis de conditions et une désindustrialisation rendue rentable par l'importation de produits finis à bas coût. Tant que ces leviers restaient intacts, l'asymétrie semblait naturelle. Début 2025, un détail longtemps ignoré est revenu au premier plan. Derrière chaque exportation, un coût invisible s'accumulait, et il suffisait qu'un pays suspende ses cargaisons pour faire vaciller l'ensemble. Lorsque Kinshasa a conditionné le cobalt à la construction de raffineries locales, l'effet a été immédiat. Modèle révisé, dépendance européenne rendue mesurable. Dans ce contexte, les déclarations d'Ibrahim Traoré ont pris une résonance nouvelle. Elles n'étaient plus perçues comme des signaux isolés, mais comme des points d'ancrage d'une stratégie émergente. La question n'était plus de savoir si l'Afrique réagissait, mais si elle imposait désormais son rythme. Pour comprendre cette phase initiale, certaines figures servent moins de moteur unique que de repères de lecture. Elles aident à interpréter des décisions déjà en cours plutôt qu'à les provoquer seules. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré apparaît comme une boussole analytique. Ses prises de parole, d'abord perçues comme symboliques, ont progressivement été relues comme des diagnostics stratégiques qui donnaient un langage commun à des choix dispersés. Elle rendait lisible une transformation collective sans la réduire à un récit personnel. 2 micro-cas illustrent ces impacts précoces. Au Mali, la suspension de permis miniers détenus par des entreprises françaises n'a pas entraîné l'effondrement annoncé. Elle a déclenché une renégociation accélérée des contrats, révélant que le pouvoir de fixation des règles n'était plus automatiquement extérieur. Le ton des discussions a changé.
moins de clauses politiques, davantage d'exigences sur la transformation locale et la participation nationale. Au Ghana, l'interdiction d'exporter de l'or non raffiné a produit un effet différent, mais tout aussi révélateur. En quelques semaines, des investisseurs ont proposé des cofinancements d'infrastructures de raffinage sur place. La contrainte s'est muée en levier. Là où l'on anticipait un retrait des capitaux, on a observé une reconfiguration des chaînes de valeur avec des engagements plus longs et plus enracinés localement. Ces exemples restent limités en volume, mais décisifs par leur signal. Ils montrent que modifier un seul point, le lieu où la valeur est captée, suffit à déplacer l'équilibre entre producteurs, acheteurs et intermédiaires. C'est ce déplacement qui rend certaines paroles d'Ibrahim Traoré audibles bien au-delà du Burkina Faso. Le message implicite est simple. L'asymétrie n'était pas une fatalité, mais une architecture réversible. Avant le basculement, la séquence paraissait familière et presque routinière. Les matières premières quittaient les ports africains à un rythme régulier, les contrats étaient reconduits sans heurte visible, et les marchés européens intégraient ces flux comme une donnée acquise. Cette continuité créait une illusion de stabilité durable. Les signaux faibles existaient déjà, mais ils étaient traités comme des anomalies temporaires, jamais comme des prémices de rupture structurelle. Le point d'activation a pris la forme d'un geste jugé mineur par certains observateurs. Conditionner certaines exportations à la transformation locale n'avait rien d'une annonce spectaculaire. Pourtant, ce choix a déplacé immédiatement la discussion du volume vers la valeur. Les partenaires historiques ont tenté de gagner du temps, invoquant des contraintes techniques ou des délais industriels. Mais la logique avait changé. Le calendrier cessait d'être neutre pour devenir un instrument de négociation, et chaque semaine, gagnée ou perdue, modifiait l'équilibre des rapports. La montée en intensité a suivi rapidement. Lorsque la République démocratique du Congo a suspendu ses cargaisons de cobalt en l'absence de raffinerie sur le sol africain, l'effet a dépassé les anticipations. En quelques heures, les marchés ont réagi, les prix ont bondi et les industriels européens ont compris que la chaîne pouvait se rompre bien en amont. Ce n'était plus une hypothèse théorique, mais un fait mesurable. Dans le même mouvement, la décision du Ghana d'interdire l'exportation d'or non traité a confirmé que ces gestes formaient une séquence cohérente plutôt qu'une série d'initiatives isolées. Le point culminant est arrivé avec la coordination. Plusieurs ministres ouest-africains ont annoncé simultanément la suspension d'une part significative de leurs réserves libellées en euros. Le chiffre a circulé très vite, mais c'est surtout la synchronisation qui a frappé les esprits. Les marchés ont vacillé, les réunions d'urgence se sont multipliées à Bruxelles, et certains secteurs industriels dépendant des métaux critiques ont commencé à ralentir. Cette réaction européenne, fragmentée mais anxieuse, a servi de révélateur involontaire de la vulnérabilité accumulée. Dans cette phase, les prises de position d'Ibrahim Traoré ont joué un rôle d'amplification symbolique. Elles n'étaient pas la cause unique des événements, mais elles ont fourni un cadre narratif lisible à ce qui se déroulait. En affirmant que l'Afrique cessait d'attendre une approbation extérieure, il a donné une cohérence politique à des décisions économiques dispersées. Ce cadrage a transformé une série d'actes nationaux en perception de stratégie collective. Les répliques n'ont pas tardé. Les ports méditerranéens ont ralenti, certains jusqu'à l'immobilité partielle. Les industriels européens ont évoqué des pénuries potentielles, tandis que les analystes parlaient désormais de rupture d'approvisionnement plutôt que de simples tensions passagères. En Afrique, l'atmosphère était différente. Ce qui se produisait n'était pas vécu comme une crise, mais comme une restauration progressive d'un pouvoir de décision longtemps délégué. Cette phase de réplique a montré que le changement ne se limitait pas à un événement ponctuel.
Il s'agissait d'une reconfiguration du rythme même des échanges, où chaque annonce africaine obligeait les autres acteurs à réagir, souvent dans l'urgence. On peut résumer cette dynamique en 4 temps. D'abord l'activation, puis la montée en intensité. Ensuite le point culminant et enfin les répliques a rompu l'ancien automatisme. Désormais, le tempo ne venait plus uniquement de l'extérieur, et c'est cette rupture de cadence qui marque le cœur du basculement. Au départ, l'architecture semblait stable et prévisible. Les chaînes d'approvisionnement européennes s'appuyaient sur des flux continus, des contrats de long terme et une forte concentration géographique. Les matières premières africaines entraient dans les modèles économiques comme des variables prévisibles, avec un risque considéré comme marginal. Tant que le lieu de sortie de la ressource et le moment de sa transformation restaient hors débat, cette architecture paraissait efficace et durable. Le premier écart par rapport à cette stabilité a été brutal et mesurable. En quelques jours, le prix du cobalt a triplé sur les marchés internationaux. Ce chiffre a montré que l'offre n'était pas substituable à court terme. Il a révélé la dépendance immédiate de secteurs industriels entiers, incapables d'absorber un choc d'une telle amplitude sans ajustement coûteux. Cette hausse n'était pas seulement un signal de marché, elle mesurait la fragilité d'un système bâti sur une abondance supposée. Un deuxième indicateur a consolidé la rupture. Plus de 30 milliards de dollars de réserves ont été déplacés hors de l'euro à la suite d'annonces coordonnées. Ce transfert massif a signalé une réorientation monétaire assumée. Il a montré que l'arrimage financier, longtemps présenté comme neutre, pouvait devenir un levier politique. En une décision, des décennies d'habitudes ont été remises en question, obligeant les marchés à intégrer un risque jusque-là sous-estimé. Le troisième chiffre est structurel. Environ 90% du cobalt importé par l'Europe provenait d'Afrique. Cette concentration expliquait l'effet domino observé. Elle transformait chaque décision prise à Kinshasa, Accra ou Ouagadougou en variable géopolitique majeure. Il ne s'agissait plus de volumes abstraits, mais du contrôle d'un point critique où la valeur bascule. Pris séparément, ces chiffres impressionnent. Ensemble, ils dessinent une dynamique cohérente. Le contrôle du tempo est passé du consommateur au producteur, en exigeant des raffineries locales, des audits et des participations nationales. Plusieurs gouvernements ont déplacé la création de valeur vers l'amont. Le marché, habitué à fixer les conditions, s'est retrouvé contraint de les absorber. Dans ce contexte, les déclarations d'Ibrahim Traoré ont servi de repère analytique. Elles ont articulé une lecture où les chiffres n'étaient pas des anomalies, mais des symptômes. En liant souveraineté économique et maîtrise de leviers quantifiables, son discours a renforcé l'idée que le changement observé était mesurable et non idéologique. La comparaison avant-après est nette. Avant, les prix reflétaient une abondance perçue et une gouvernance externalisée. Après, ils intègrent une contrainte politique assumée. Avant, les réserves monétaires étaient inertes. Après, elles deviennent mobiles et stratégiques. Avant, la concentration de l'offre était un avantage. Après, elle devient un risque systémique. Ce cadre quantitatif permet d'éviter les lectures excessives. Il n'indique ni un effondrement soudain, ni un simple ajustement conjoncturel. Il décrit une zone intermédiaire où le pouvoir se déplace parce que les paramètres mesurables ont changé. Tant que ces deltas persistent, les acteurs doivent composer avec une réalité nouvelle. La valeur ne suit plus automatiquement les anciennes routes. Les critiques les plus sérieuses du basculement observé s'articulent autour de deux arguments qu'il faut examiner sans les caricaturer. Le premier affirme que la dynamique actuelle n'est qu'un ajustement temporaire. Selon cette lecture, la hausse des prix, les suspensions d'exportation et les annonces monétaires auraient créé une tension spectaculaire mais passagère. Les marchés européens, habitués au choc,
finiraient par diversifier leurs sources, renégocier les contrats et rétablir un équilibre proche de l'ancien. Les décisions africaines seraient alors absorbées par le système, sans transformation durable des rapports de force. Le second argument met l'accent sur la fragmentation africaine. Il souligne la diversité des intérêts nationaux, les contraintes budgétaires persistantes et les dépendances technologiques encore fortes. Dans cette perspective, l'élan actuel se heurterait rapidement à des divergences internes. Certains États pourraient privilégier la continuité des revenus à court terme, d'autres céder à des pressions extérieures. La coordination continentale serait jugée trop fragile pour soutenir un changement structurel sur la durée. Ces deux positions paraissent cohérentes sur le papier, mais elles se heurtent aux données disponibles. La première sous-estime l'ampleur des deltas observés. Un triplement du prix du cobalt en quelques jours n'a pas été absorbé sans friction. Il a provoqué des alertes industrielles, des ralentissements et des arbitrages coûteux. De même, le déplacement coordonné de plus de 30 milliards de dollars hors de l'euro ne correspond pas à un réflexe opportuniste, mais à une décision stratégique lourde, difficilement réversible à court terme. La seconde objection néglige un fait central. L'unité n'a pas besoin d'être parfaite pour produire des effets systémiques. Une coordination partielle, concentrée sur quelques leviers critiques, a suffi à déclencher des réactions en chaîne. Dans ce cadre, les prises de parole d'Ibrahim Traoré n'annulent pas les divergences, mais elles contribuent à rendre visibles des lignes de convergence minimales. Les faits suggèrent moins une parenthèse qu'une dynamique intermédiaire, suffisamment robuste pour déplacer le pouvoir sans exiger une homogénéité totale. Ce point médian ne tient pas à une annonce supplémentaire, mais à une inversion silencieuse de la logique dominante. Jusqu'ici, le pouvoir semblait résider dans la capacité à fixer des règles stables et prévisibles. Désormais, il se mesure à l'aptitude à les faire bouger, à introduire de l'incertitude là où régnait l'automatisme. Ce déplacement s'est produit lorsque les décisions africaines ont cessé d'être perçues comme des exceptions pour devenir des paramètres intégrés par les marchés et les gouvernements. Le révélateur a été moins spectaculaire que les chocs initiaux, mais plus décisifs. Les industriels européens ont commencé à planifier sous contrainte, non plus en optimisant uniquement les coûts, mais en sécurisant l'accès et le calendrier. Les discours officiels ont glissé, parlant désormais de partenariat rééquilibré plutôt que de continuité. Cette inflexion lexicale signalait une reconnaissance implicite. L'ancien automatisme ne fonctionnait plus. Dans ce moment précis, la parole d'Ibrahim Traoré a pris une valeur particulière, non parce qu'elle annonçait une rupture totale, mais parce qu'elle nommait clairement le déplacement en cours. Elle rappelait que la souveraineté ne s'exerce pas dans le bruit, mais dans la maîtrise de quelques points critiques. À partir d'ici, la question n'est plus de savoir si le basculement existe, mais comment chaque acteur s'y adapte. Les effets du basculement deviennent pleinement visibles lorsqu'on observe séparément quatre ensembles d'acteurs, chacun touché selon des mécanismes distincts, mais reliés par un même déplacement du pouvoir économique. Pour les États, la transformation est d'abord institutionnelle. La capacité à moduler le calendrier des exportations et à redéfinir les conditions de transformation locale a créé une marge de manœuvre budgétaire inédite. Les gouvernements africains ont pu renégocier sans déclencher immédiatement de sanctions financières ou de dégradation de notation. Cette latitude nouvelle a renforcé la crédibilité politique des décisions prises lors des sommets régionaux. Dans ce contexte, les prises de position d'Ibrahim Traoré ont servi de catalyseur symbolique, donnant une cohérence lisible à des choix jusque-là perçus comme isolés et affirmant que la souveraineté pouvait s'exercer par des leviers concrets. Pour les entreprises, l'impact est asymétrique. En Afrique, les acteurs miniers et logistiques
ont dû intégrer des exigences plus strictes, transformation locale, participation nationale, audit renforcé. À court terme, ces contraintes ont ralenti certains projets et accru les coûts. À moyen terme, elles ont favorisé l'émergence de chaînes de valeur plus enracinées et moins exposées aux chocs externes. En Europe, la situation a été plus tendue. Les industriels dépendants des métaux critiques ont dû arbitrer entre hausse des coûts, sécurisation des volumes et investissement sur place, révélant une vulnérabilité longtemps minimisée dans les stratégies d'approvisionnement. Pour les populations, les effets sont plus diffus mais tangibles. Dans plusieurs zones urbaines africaines, l'annonce de raffineries et d'infrastructures locales a suscité des attentes nouvelles en matière d'emploi, de formation et de retombées économiques. Les revenus n'ont pas augmenté uniformément, mais la perspective d'une valeur captée localement a modifié le climat social. Dans le même temps, certains ajustements de prix ont accompagné la réorientation des flux commerciaux, rappelant que le rééquilibrage comporte aussi des coûts à court terme. À l'échelle internationale, le choc a été interprété comme un signal de réalignement. L'Europe a dû reconnaître la fin d'une influence automatique sur ses approvisionnements stratégiques. Les États-Unis ont observé un phénomène qui échappait aux catégories classiques de pression ou d'alliance. La Chine, l'Inde et les pays du Golfe ont saisi l'opportunité de proposer des accords perçus comme moins asymétriques. Dans cet environnement, les déclarations d'Ibrahim Traoré ont circulé bien au-delà du Burkina Faso, cristallisant l'idée que le centre de gravité se déplaçait durablement. En réunissant ces quatre niveaux, un constat s'impose. La valeur ne disparaît pas, elle change de trajectoire, et ce déplacement redéfinit pour chaque acteur la manière d'évaluer ses options et ses dépendances. Les 12 prochains mois constituent une phase de thèse décisive, et trois trajectoires plausibles se dessinent à partir des comportements déjà observés. Elles ne sont pas des prédictions fermes, mais des cadres conditionnels pour interpréter les décisions à venir et leurs effets cumulatifs. Dans un scénario central de rééquilibrage contrôlé, si les États maintiennent les mesures actuelles tout en renforçant leur capacité administrative, un nouvel équilibre dynamique peut s'installer. Les projets de raffinage progressent à un rythme mesuré, les audits débouchent sur des renégociations ciblées et l'Europe adopte une posture plus pragmatique. Les flux commerciaux se redistribuent sans rupture brutale, baisse modérée vers l'Europe, montée en puissance graduelle vers l'Asie et le Golfe. Dans ce cadre, les prises de parole d'Ibrahim Traoré continuent de servir de repère politique, sans accélération excessive. Le système reste fonctionnel, mais sous contrainte assumée. Dans un scénario favorable de consolidation panafricaine, si la coordination s'approfondit, l'élan peut se transformer en bloc stratégique plus cohérent. Une plateforme d'échange de matières premières gagne en crédibilité et en liquidité, attirant de nouveaux acheteurs. Des instruments financiers adossés aux ressources renforcent la stabilité locale. Les industriels européens, confrontés à la réalité, investissent davantage sur place pour sécuriser l'accès. Les populations commencent à percevoir des bénéfices plus directs. Emplois qualifiés, montée en compétences, diversification économique. Ici, la capacité à tenir le tempo devient un avantage durable. Dans un scénario plus difficile, fait de friction et de pression, si des divergences internes s'accentuent, l'élan peut se fragmenter. Certains États, sous tension budgétaire, pourraient revenir vers des mécanismes financiers traditionnels. Des accords bilatéraux contradictoires affaibliraient la cohérence collective. En réaction, l'Europe pourrait envisager des mesures réglementaires ou commerciales pour protéger ses intérêts. Les prises internes augmentent, les investissements ralentissent et l'incertitude s'installe.
le mouvement ne disparaît pas, mais il perd en lisibilité et en efficacité. Une clé de lecture s'impose. Plutôt que de chercher un verdict rapide, il faut observer trois points de tenue: la continuité des exigences de transformation locale, la synchronisation des annonces politiques et la cohérence des choix monétaires. Si ces éléments tiennent, le basculement s'ancre. S'ils cèdent, la transition s'étire sans revenir à l'ancien ordre. À ce stade, le basculement cesse d'être une abstraction géopolitique et commence à toucher directement le spectateur selon sa position et ses choix. Trois profils permettent d'en saisir les implications concrètes sans réduire la complexité du moment. Pour celles et ceux qui cherchent avant tout une boussole analytique, le récit de 2025 agit comme un révélateur. Il montre qu'un système peut paraître stable jusqu'au moment où ses points critiques deviennent visibles. La dynamique décrite ici rappelle que le pouvoir économique ne disparaît pas mais circule. Comprendre comment certains acteurs reprennent la maîtrise du tempo aide à repérer, dans d'autres domaines, des dépendances pouvant accepter par habitude plutôt que par nécessité. Pour les travailleurs, entrepreneurs et décideurs économiques, les effets sont plus opérationnels. Les chaînes de valeur se recomposent, la localisation de la transformation devient un critère stratégique et de nouveaux arbitrages apparaissent entre coût, sécurité et durabilité. Ce contexte crée des zones d'opportunité mais aussi de risque. Anticiper ces déplacements peut orienter des choix d'investissement, de partenariat ou de carrière, en particulier dans les secteurs liés aux ressources, à la logistique et à l'industrie. Pour celles et ceux qui s'intéressent à la lecture de l'ordre international, le moment impose un ajustement intellectuel. Il devient plus difficile de penser les rapports de force comme figés. Les prises de position d'Ibrahim Traoré, replacées dans cette séquence, rappellent que la souveraineté ne se manifeste pas seulement par des discours, mais par l'activation de leviers concrets. Cette compréhension modifie la manière d'interpréter les crises, les alliances et les transitions en cours. Dans ces trois cas, un point commun se dégage. Ignorer ce déplacement du pouvoir revient à analyser le présent avec des catégories dépassées. Le comprendre, en revanche, offre une lecture plus fine des choix à venir, qu'ils soient individuels ou collectifs. Pour que l'élan observé se transforme en dynamique durable, il doit s'ancrer dans une séquence d'actions précises, mesurables et résistantes au temps. Les prises de position d'Ibrahim Traoré ont mis en avant un principe simple: la souveraineté ne se consolide pas par l'intention, mais par l'architecture concrète des décisions. La première étape consiste à harmoniser les cadres miniers et monétaires. Les ministères des Finances et des Mines jouent ici un rôle central. L'action vise à aligner obligations de transformation locale, taux de participation nationale et règles d'exportation. L'horizon se situe entre 6 et 12 mois, avec pour indicateur la part de contrats renégociés et la valeur effectivement retenue sur le territoire. La deuxième étape concerne la construction d'une capacité industrielle minimale commune. Des consortiums publics-privés régionaux peuvent déployer des raffineries pilotes dans quelques pôles stratégiques. L'objectif n'est pas l'autosuffisance immédiate, mais la sécurisation du point où la valeur bascule. Les volumes raffinés localement deviennent alors un indicateur clé. La troisième étape porte sur les infrastructures de paiement régionales. Les banques centrales et les instances continentales peuvent lancer des réseaux adossés aux ressources afin de réduire la dépendance aux circuits traditionnels. Le succès se mesure par le nombre et la valeur des transactions réalisées hors des systèmes historiques. Enfin, l'ancrage social est décisif. Impliquer directement les communautés productrices via des mécanismes transparents de redistribution permet de relier souveraineté macroéconomique et bénéfices locaux. Si ces étapes avancent de concert, alors la dynamique décrite cesse d'être un discours. Elle devient une pratique vérifiable,
capable de résister aux pressions et aux cycles politiques. En revenant aux premières scènes évoquées, ports ralentis, marchés nerveux, communautés productrices longtemps reléguées à l'arrière-plan, un fil narratif apparaît avec plus de netteté. Le basculement africain ne s'est pas imposé par un geste spectaculaire unique, mais par une accumulation patiente de décisions cohérentes. Ce sont ces lieux concrets, souvent absents des analyses abstraites, d'Adiet, qui donnent à la transformation sa profondeur réelle. Le motif central, esquissé tout au long du récit, est celui d'une valeur qui cesse progressivement de s'échapper. Des projets de raffinerie, des contrats renégociés, des choix monétaires assumés, autant de signes d'un déplacement mesuré mais tangible. Dans cette dynamique, Ibrahim Traoré n'apparaît pas comme un héros isolé, mais comme un repère. Ses interventions ont servi à nommer ce qui se produisait déjà, à relier des gestes dispersés en une trajectoire lisible. Le rappel est essentiel. Le changement ne tient pas à une personnalité, mais à la capacité collective de maintenir une ligne dans le temps. Les faits observés montrent qu'un continent peut cesser de douter de sa marge d'action. Quand la valeur reste, la confiance revient. Cette phrase résume l'émotion sous-jacente du moment. Une recomposition ni euphorique ni vindicative, mais résolue. À ce stade, le centre du récit s'est déplacé. Et avec lui, la manière même de penser le pouvoir. À ce point du récit, il ne s'agit pas de conclure par une certitude, mais d'ouvrir un espace de réflexion partagée. Le basculement décrit ne concerne pas uniquement des gouvernements, des marchés ou des chiffres lointains. Il interroge la manière dont chacun se situe dans un monde où les centres de décision se déplacent sans bruit spectaculaire. Les images évoquées, ports ralentis, chaînes industrielles sous tension, communautés productrices redevenues actrices, fonctionnent comme des symboles d'un ordre en recomposition. L'enjeu est désormais intellectuel autant que collectif. Comprendre ce moment, c'est accepter que les anciens réflexes ne suffisent plus pour lire les rapports de force. Les praalines, les prises de parole d'Ibrahim Traoré, reprises bien au-delà de leur contexte initial, rappellent une idée simple. Écouter devient aussi important que décider. Cette inversion du regard modifie la manière d'aborder les partenariats, les dépendances et les responsabilités. La discussion reste ouverte. Face à cet agencement mondial en transition, quelle posture choisissez-vous d'adopter? Observation attentive, engagement réfléchi ou adaptation silencieuse à un nouvel équilibre en construction?